Super. Donc, on passe maintenant à la deuxième question qui est comment enseigner. Donc, le comment enseigner, comme je l'ai dit, c'est la question pédagogique. Il s'agit maintenant de décider des méthodes d'enseignement, les différentes manières de présenter l'information sur comment préparer le Babenda et permettre à l'enfant de mieux les comprendre. Puisque si vous savez, vous avez décidé que vous allez l'enseigner les questions, les prérequis, vous allez l'enseigner les trucs techniques et tout. Mais si vous n'avez pas vraiment un plan clair, une méthode simplifiée qui puisse permettre à l'enfant de comprendre, eh bien, c'est sûr que vous n'allez pas aboutir à au résultat qui est que il a le savoir tout simplement. 2, il a le savoir-faire et le savoir-être quant à la préparation donc, du Babenda. Donc, c'est au niveau pédagogique que vous déclinez la méthode que vous allez utiliser. Et ici, j'ai énuméré trois méthodes. Ça peut être une méthode active, donc la pédagogie active, où vous allez faire en sorte que l'enseignement sur la préparation du Babenda ait lieu dans une vraie cuisine. Donc là, voilà, on amène l'enfant, non seulement on va l'expliquer oralement le processus, mais il aura l'occasion de participer à la vraie préparation du Babenda. Donc on peut décider que pour ce module-là, on va faire de l'enseignement, enfin, on va utiliser de la pédagogie active. Ça veut dire quoi pour le prof à l'école? Il y a des cas où vous enseignez aux enfants les questions de maladie. Donc, pour ne pas que le cours soit théorique, si vous voulez vraiment utiliser la pédagogie active, au lieu que tout se résume à la discussion en classe, on a des CSPS qui sont dans le site de l'école. On peut faire une sortie. Les profs d'SVT, par exemple, vous pouvez faire une sortie dans un des CSPS pour faire votre cours là-bas. Ils auront le cas, par exemple, de voir les questions d'hygiène sanitaire, les questions de protection quand on interagit avec des malades. Enfin, on aurait vraiment des cas réels qui pourraient peut-être leur permettre de mieux comprendre les enseignements théoriques qu'on leur offre. Donc, dans la pédagogie active, on veut vraiment enseigner l'enfant à la cuisine à travers le vrai processus de préparation du Babenda. On va dire, d'accord, voici ce qu'on appelle marmite. Marmite est différent des seaux. Ensuite, on va mesurer l'eau. Voici ce qu'on utilise pour mesurer l'eau. Ensuite, on va traiter les feuilles. Voici comment on traite les feuilles. On va laver les feuilles. Voici comment on lave les feuilles. Donc, maintenant, on est dans un cas un peu différent où on n'explique pas tout simplement, mais on montre à l'enfant comment faire. Et on peut démontrer et puis les amener aussi à faire la démonstration, donc faire et faire pour qu'on puisse en tout cas s'assurer que à la fois la connaissance passive et la connaissance active sont retenues. On peut décider qu'on va procéder de la façon passive. C'est-à-dire la pédagogie passive ici, c'est juste expliquer le processus. Mais l'inconvénient de cette pédagogie est que on arrive à développer le savoir. On peut garantir l'atteinte de l'acquisition du savoir. On peut aussi garantir peut-être l'acquisition du savoir-être. Mais on ne peut pas vraiment garantir la possibilité que ces savoirs-là soient mis en pratique. Comme je le disais, enseigner ou regrouper des enfants pour leur expliquer comment rouler une moto. Si je leur explique tout le processus, d'abord, il faut mettre la clé, il faut tourner la clé. Quand ça va démarrer, vous pouvez ronfler, voir s'il n'y a pas de vitesse. Ensuite, vous rattrapez l'embrayage, vous mettez la vitesse, vous laissez l'embrayage un peu, vous ronflez un peu, ça va partir. Si j'explique ça de façon passive comme ça, et je donne un devoir à l'enfant pour qu'il m'explique ce processus, il peut être à mesure d'expliquer clairement le processus et avoir 20 sur 20. Mais en utilisant cette pédagogie passive, rien ne garantit que chacun de ces enfants pourrait monter sur une vraie moto, démarrer la moto et faire rouler la moto. Donc la pédagogie passive, qui est beaucoup utilisée au Burkina Faso, n'est pas une pédagogie qui garantit en tout cas le savoir-faire.
Ça peut, à la limite, garantir le savoir tout court. Même le savoir-être, ça ne garantit pas. Et ce qui fait que, par exemple, on va dire à un enfant que le mariage forcé n'est pas bien. Et ce même enfant qui a eu 20 sur 20 en faisant un essai littéraire sur le mariage forcé n'est pas bien, ce même enfant-là, il part au village pour se marier, il mobilise ses frères, il part attendre une fille sur la route du marché, la fille vient, il l'attrape et il l'amène à la maison comme femme. Ce qui amène ça, c'est parce que l'enfant, effectivement, a juste fait le cours théorique et il t'a rendu le savoir théorique pour avoir ses points, mais il n'a pas développé un savoir-vivre ou un savoir-être comme résultat donc, du cours que tu l'as enseigné. Donc, si ce module est mis en pratique et qu'on part examiner plutôt des questions réelles sur lesquelles on applique le savoir passif qu'on enseigne, ça l'amène à comprendre que non, le cours qu'on donne là, son usage ne se limite pas au devoir. C'est quelque chose qu'on doit appliquer dans notre façon de vivre et c'est quelque chose qu'on doit appliquer dans notre façon d'être. Donc, la pédagogie passive, cette limite-là est que on peut être expert sur papier, zéro en pratique. Donc, tu vas voir un expert en économie, quelqu'un qui monte un projet de A à Z, le professeur lui donne 20 et il peut jamais démarrer un petit projet de vente d'une table. C'est parce qu'il n'a pas lié connaissance théorique et la connaissance pratique. Troisième approche pédagogique, c'est l'approche collaborative. C'est-à-dire, au lieu de faire le cours seul, je l'expliquais tantôt, on peut faire le cours d'abord comme un groupe en classe et peut-être aussi en collaboration avec d'autres acteurs qui sont des experts sur la question. Et c'est à cela que je reviens sur la difficulté du groupe 2. Si par exemple je suis le prof, disons un prof d'SVT, même les profs d'anglais enseignent les changements climatiques, ou bien en tout cas ceux qui enseignent les questions d'agriculture. Si vous enseignez le module et vous savez que dans la commune, il y a un agent de l'État qui est expert sur la question, eh bien, vous pouvez planifier pour que, à votre prochain cours, vous l'invitez à venir partager sa connaissance pratique ou au besoin, vous partez sur son lieu de travail et il vous explique ce qu'il fait. Si c'est un cours de santé, enfin, de santé, à la fin du cours, vous pouvez prévoir qu'à une de vos sessions, au lieu de faire le cours en classe là, vous allez aller partir faire ça dans un CSPL. Vous prenez rendez-vous avec l'agent de santé. Vous montrez la leçon que vous êtes en train d'enseigner, les objectifs de la leçon et vous demandez ce que vous voudrez qu'il enseigne à vos enfants. Et bon, au prochain cours, au lieu que ce soit vous qui enseignez, vous amenez vos enfants là-bas et l'infirmier va vous éduquer à la fois les enfants et vous et profiter répondre aux questions de l'enfant et des enfants plutôt et vous aussi vos questions. Si c'est un cours sur le droit, tout en philosophie, on a des chapitres sur le droit et le devoir. Après ce cours-là, vous avez des agents de l'État. Ça peut être la police, ça peut être la gendarmerie. Vous pouvez les inviter pour qu'ils viennent parler des questions de droit et devoir. Qu'est-ce que la police fait? Quelle est leur contribution pour ces questions de droit et devoir? Qu'est-ce qui peut amener ces enfants-là avant? Donc, quand ils vont sortir de ce cours, en plus de la notion théorique que vous avez donnée là, ils savent que dans leur village, s'ils font telle chose, voici ce que la loi dit et la loi peut le faire. S'ils font, mais il y en a qui ont des devoirs, enfin, qui gagnent 18 sur 20 sur des questions d'essais philosophiques sur le droit et le devoir, mais qui sortent et pas de violer la loi et la police donc ils n'arrivent pas à traduire ce savoir simple là à savoir être ou savoir vivre qui puisse en tout cas leur permettre d'éviter de violer donc les droits des autres. Voilà. Donc la partie collaborative ici voudrait que soit vous travaillez à ce que les enfants apprennent entre eux ou vous travaillez en collaboration avec les enfants ou alors vous engagez des experts communautaires qui pourraient renforcer ce que vous avez enseigné en utilisant la pédagogie active ou la pédagogie passive. On peut combiner les deux. Pour le cas de Babenda, par exemple, je peux utiliser à la fois la pédagogie passive et active, enseigner mes enfants, on prépare ensemble le Babenda et j'évalue, je vois qu'ils peuvent préparer un bon Babenda.
Mais pour corriger les erreurs de préparation de Babenda, pour les perfectionner, je peux contacter le meilleur préparateur de Babenda de la commune, prendre un rendez-vous avec lui pour que mes enfants partent l'observer, préparer le Babenda. Et cette partie collaborative-là, c'est pour vraiment affiner leur savoir-faire en matière de préparation de Babenda. Donc, à la fin, là, ils ne seront pas uniquement de simples préparateurs de Babenda, mais beaucoup plus d'experts qui peuvent préparer un Babenda. Quand tu goûtes là, tu restes. Alright. Donc, en matière pratique, c'est quoi? Vous allez avoir des fiches pédagogiques que le ministère donne. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas toutes les écoles qui rendent ces ressources-là disponibles. Si vous partez dans une école qui n'a pas le curriculum, qui n'a pas le plan de cours, comment préparer le cours, qui n'a pas les livres, qui n'a pas des choses pédagogiques, vous pouvez contacter des collègues. Vous pouvez contacter, aller sur le site du ministère, je vais partager certaines choses vers la fin. Mais en tout cas, il y aura une proactivité nécessaire à votre niveau pour pouvoir garantir que la mission qu'on vous confie sera accomplie. Voilà, donc il faudrait toujours vous dire que chaque fois qu'il y a une barrière devant là, la solution n'est pas de croiser les bras et dire que ça ne va pas. La solution, c'est de se demander comment faire fonctionner la chose et comment faire fonctionner. Il y a des gens qui ont enseigné là-bas avant vous. Demandez à avoir les contacts de l'ancien professeur que vous avez remplacé. Il y a des gens qui enseignent dans la même commune. Cherchez à rentrer en contact et c'est pour cela que il y a une partie de la présentation qui parle de la collaboration avec les collègues.